Un point géographique qui a pendant des siècles rendu fous ingénieurs, historiens, géologues et aventuriers de toutes sortes. Ici, parmi les ruines, repose quelque chose qui contredit notre compréhension intuitive du monde ancien. Baalbek. La ville du soleil Héliopolis. L'endroit où l'Empire romain, à son apogée de puissance et de richesse, a décidé de défier non seulement les lois de la physique, mais le bon sens lui-même. Nous avons l'habitude de voir ici des ruines majestueuses, des vues postales du temple de Jupiter et de Bacchus, des colonnes corinthiennes élégantes s'élevant vers le ciel. Mais oubliez ce que vous avez vu dans les brochures touristiques brillantes. Oubliez les guides récitant des dates apprises par cœur. La véritable histoire cachée sous des couches de poussière et de millénaires est beaucoup plus sombre, complexe, technologique et terrifiante. Cette histoire ne parle pas de triomphe, mais d'orgueil et d'effondrement. Récemment, lors de fouilles à grande échelle profonde et d'une complexité sans précédent menée par l'Institut archéologique allemand en collaboration avec le département des antiquités libanais, une découverte a fait pâlir les scientifiques. Ils n'ont pas trouvé simplement un autre bel artefact, une mosaïque ou une statue. Ils ont trouvé la preuve d'un échec monumental et historique en ingénierie. Ils ont découvert un objet qui ne devrait pas exister, mais qui repose là dans la terre comme une gigantesque pierre tombale de la fierté humaine. Ce que les archéologues ont découvert change notre perception des capacités des civilisations anciennes, et surtout du terrible prix insupportable de leurs ambitions. Nous commençons l'enquête. Nous descendons dans la carrière pour voir de nos propres yeux ce que les Romains ont essayé de cacher il y a 2000 ans. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement serait la meilleure reconnaissance. Merci. Notre enquête ne commence pas au célèbre temple où des groupes de touristes se pressent. Elle commence à 1 kilomètre de là, au sud-ouest, dans une ancienne carrière située au pied de la colline de Cheikh Abdallah. Pendant des décennies, le monde a connu l'existence de la pierre du Sud, ou comme l'appellent les Arabes locaux, Hadjar al-Hibla, la pierre de la femme enceinte. C'est un gigantesque monolithe en calcaire pesant environ 1000 tonnes qui repose en biais comme s'il avait été jeté à la hâte, pas complètement détaché de la roche-mère. Pendant longtemps, on a pensé que c'était la limite, que c'était le plus gros bloc jamais taillé par l'homme. Les ufologues ont élaboré des théories sur la lévitation, les touristes prenaient des selfies, les historiens haussaient les épaules incapables d'expliquer comment il était prévu de le déplacer. Mais tout ce temps, nous ne regardions pas au bon endroit. Nous étions sur le couvercle de la boîte de Pandore. Nous marchions sur la surface d'un mystère sans même nous douter de ce qui dormait en dessous. En 2014, un groupe de chercheurs dirigé par le professeur Janine Abdul-Masih a commencé à creuser près de la pierre connue. Leur objectif n'était pas de chercher une sensation, mais d'étudier les fondations techniques, de comprendre les détails ennuyeux de l'ingénierie. Comment les ingénieurs anciens prévoyaient-ils de détacher ce mégalithe de la roche-mère en dessous ? Quels coins utilisaient-ils ? Quelle était la largeur de la tranchée ? Mais plus ils creusaient avec leurs pelles et leurs grattoirs, plus le tableau devenait étrange. Le sol était meuble comme s'il avait déjà été retourné et recouvert. Couche après couche, ils ont retiré des siècles de débris de la céramique romaine des pièces ottomanes, jusqu'à ce qu'ils se heurtent à une roche dure parfaitement lisse. Mais ce n'était pas le fond de la carrière, c'était une surface travaillée. Le choc est survenu lorsqu'ils ont réalisé l'ampleur de la découverte. Sous la pierre du Sud, connue dans le monde entier cachée sous 5 mètres de terre de gravier et de débris, se trouvait un autre bloc, un troisième monolithe. Et il était plus grand, beaucoup plus grand. Il était le roi parmi les pierres. Les archéologues l'ont complètement dégagé. Les mesures préliminaires ont montré une longueur de 19 mètres 60 cm, une largeur de 6 mètres, une hauteur de 19 mètres 60 cm, une largeur de 6 mètres, une hauteur de 5 mètres 50 cm. Ce sont les dimensions d'un immeuble de 5 étages. Lorsque ces données ont été chargées dans un ordinateur pour calculer la masse en tenant compte de la densité du calcaire local, le résultat a été stupéfiant. 1650 tonnes. Réfléchissez à cela. Pensez à ce chiffre. 1650 tonnes. Ce n'est pas juste une grosse pierre. C'est l'équivalent du poids de 1000 voitures de tourisme de taille moyenne compressées en un seul rectangle. C'est le poids d'une flotte entière d'avions. C'est le poids de 3 fusées Falcon Heavy entièrement chargées. Et ce monstre a été taillé à la main avec des ciseaux et des pioches en fer primitif au 1er siècle de notre ère, sans hydraulique, sans électricité, sans laser. Cette découverte a instantanément fait de Baalbek l'endroit où se trouve la plus grande pierre taillée de l'histoire de l'humanité, battant tous les records des obélisques égyptiens et des stèles chinoises. Mais la question principale n'était pas combien il pesait.
La question principale était pourquoi il était ici. Et la réponse à cette question révèle la tragédie dont les chroniques romaines et les rapports des procureurs ont soigneusement gardé le silence. La découverte du troisième monolithe a soulevé plus de questions que de réponses. Pourquoi les Romains avaient-ils besoin d'un bloc d'une taille si inimaginable, absurde, grotesque, le temple de Jupiter héliopolitain pour lequel ces pierres étaient supposément destinées, repose déjà sur une plateforme composée de 3 gigantesques dalles du célèbre trilithe. Chacune pèse 800 tonnes. C'est déjà au-delà de la compréhension de l'ingénierie moderne et de la logistique. Mais la nouvelle pierre pesait 2 fois plus. Pourquoi doubler les enjeux si la technologie de déplacement de blocs de 800 tonnes était déjà à la limite des capacités humaines et physiques? Ils ont utilisé un scan laser haute résolution pour créer un modèle numérique 3D avec une précision au millimètre. Ils ont passé le bloc au géoradar. Et l'ordinateur a montré ce que l'œil humain embrouillé par des siècles de poussière avait manqué. La fissure, ce n'était pas un dommage causé par le temps, l'érosion, le gel de l'eau ou un tremblement de terre. C'était un défaut de la roche elle-même, un vice géologique caché, un cheveu dans la structure du calcaire. À un moment donné, alors que des milliers d'esclaves et de tailleurs de pierre engagés avaient déjà passé des mois voire des années à sculpter ce léviathan, alors que des centaines de forgerons aiguisent en des milliers de pioches. Une fissure microscopique mais fatale s'est propagée à travers le bloc. Pour une construction ordinaire, ce n'est pas un problème. La pierre peut être découpée en morceaux utilisés pour bâtir des murs ou paver des routes. Mais pour un monolithe pesant 1650 tonnes qui devait être un tout, c'est un arrêt de mort. L'intégrité structurelle a été compromise. S'ils avaient essayé de le soulever, de le déplacer, de lui appliquer des efforts avec des leviers ou de glisser des rouleaux en dessous, il se serait simplement effondré sous son propre poids monstrueux, se brisant comme une noix pourrie, ensevelissant sous lui des centaines de personnes et un équipement coûteux. Cette découverte rend la situation terriblement claire et dramatique. Nous ne regardons pas une merveille du monde, nous regardons un cimetière d'ambition. C'est un monument à une erreur monumentale de gestion, à un échec de l'exploration géologique et à une confiance excessive. Les ingénieurs romains, enivrés par leur succès dans la construction d'aqueducs, de ponts et du Colisée, ont décidé qu'il n'y avait rien d'impossible pour eux. Ils ont sous-estimé la qualité du calcaire libanais. Ils ont investi des sommes colossales de l'empire des impôts de provinces entières, le travail de légion dans un projet qui était voué à l'échec dès le départ à cause d'un défaut de matériaux. Cette pierre est le cri de désespoir figé dans le calcaire du maître architecte qui, à un moment donné, entendant le bruit caractéristique d'une fissure ou voyant une ligne sur une nouvelle éclisse, a compris que sa carrière, sa réputation et peut-être même sa vie étaient terminées. Mais faisons un instant un exercice de pensée. Imaginons que la pierre soit intacte, que la géologie ne les ait pas trahis. Comment comptait-il déplacer 1650 tonnes sur une distance de 1100 mètres et les élever à la hauteur de la plateforme du temple? Pas d'extraterrestre, pas de lévitation, pas de magie, ni d'aide de génie. Juste la dure physique newtonienne, une mécanique simple et une force brutale mais organisée. Les archéologues et les ingénieurs ont trouvé des traces qui révèlent cette technologie et elle impressionne par son efficacité primitive mais géniale. Des routes. Entre la carrière et le temple, une route technologique spéciale a été construite. Ce n'était pas simplement un chemin piétiné dans la poussière. C'était une structure d'ingénierie complexe. Les fouilles ont montré que la route avait un puissant fondement en pierre s'enfonçant à 4 mètres de profondeur. Des couches de gros galets alternaient vacantes avec du gravier fin et de la chaux compactée. C'était un gâteau en couches capable de supporter une pression spécifique monstrueuse. Un sol ordinaire se serait transformé en boue sous un tel poids, et la pierre se serait enfoncée dans le sol comme dans un marécage coincé pour toujours. Ils ont construit une autoroute pour les titans parfaitement plane avec une pente calculée au degré près. Des cabestans. Au cours des fouilles, des trous carrés étranges ont été trouvés dans la roche le long du chemin de transport présumé disposé avec une précision mathématique à des distances spécifiques les uns des autres. C'étaient des emplacements pour de gigantesques treuils verticaux, cabestans. Imaginez un système de tambours en bois massif ancré dans le sol. À chaque centaine de mètres, de solides cordes en boyaux de bœuf. Elles sont plus résistantes et plus élastiques que le chanvre. Les gens ne tiraient pas directement sur la pierre en s'agrippant à la corde comme les halageurs sur le tableau de Repin. C'est un mythe. Un tir direct de 50 000 personnes est impossible. Ils ne tiendraient tout simplement pas sur la route, se gêneraient les uns les autres, et synchroniser leurs efforts est irréaliste.
Les Romains utilisaient la mécanique, un système de palans de poulies et de leviers. Quelques milliers de personnes divisées en brigades tournaient les tambours des capstans en roulant les cordes. Lentement au rythme des tambours ou du sifflet du superviseur, millimètre par millimètre, la pierre avançait vers sa destination. C'était la victoire du réducteur sur la gravité. Mais le frottement. Le frottement est le principal ennemi de tout déplacement de poids. La force de frottement de la pierre sur le sol ou même les rouleaux en bois les plus solides. À un poids aussi exorbitant, cela serait insurmontable. Le bois même, le célèbre cèdre du Liban, s'enflammerait à cause de la chaleur après quelques mètres. Les rouleaux seraient aplatis en éclats et en poussière. La réponse réside dans l'analyse chimique du sol le long de la route. Les Romains utilisaient un lubrifiant. Une énorme quantité industrielle de lubrifiant. De l'huile d'olive, non. Trop cher même pour l'empereur, c'est un produit alimentaire. De la graisse? Peut-être, mais il faudrait abattre des milliers d'animaux. Très probablement de l'eau et de l'argile grasse en poudre, ou des mélanges de chaux spéciaux créant un coussin glissant. Il faisait littéralement glisser les montagnes sur de la boue liquide. C'était un travail sale, mais cela fonctionnait. Pour comprendre l'ampleur de la tragédie dans la carrière, il faut regarder ceux qui ont eu de la chance. Sur le trilithe. 3 pierres dans le mur occidental du podium du temple de Jupiter. Elles reposent là aujourd'hui et elles sont réelles, on peut les toucher. Le poids de chacune est de 800 tonnes, la longueur est d'environ 20 mètres. Elles sont élevées à environ 7 mètres au-dessus du niveau de l'ancienne chaussée et sont posées sur d'autres blocs plus petits de seulement 350 tonnes. Les joints entre elles sont si serrés qu'une lame de couteau ne passe pas et elles sont fixées non pas avec du mortier mais avec des équerres en fer et en plomb cachés. Pendant longtemps, on a pensé qu'elles avaient été élevées à l'aide de grues. La grue romaine, le polyspastus, était une merveille de technique de l'époque capable de soulever des charges allant jusqu'à 10 tonnes. Mais les calculs des ingénieurs mécaniques modernes montrent sans équivoque qu'aucune grue en bois de l'Antiquité, même jumelée, même quadruplée, n'aurait pu supporter 800 tonnes. La flèche de n'importe quel bois, de n'importe quelle épaisseur, se briserait comme une allumette. Les cordes se rompraient avec le bruit d'un coup de canon tuant tous ceux autour d'eux avec le retour brutal. Les blocs fondraient. Cela signifie que la technologie de levage était fondamentalement différente, et la réponse vient encore du paysage et de la géométrie. Les remblais. Les Romains ne levaient pas les pierres vers le haut au sens propre en surmontant la gravité verticalement. Ils enterraient le temple sous terre pendant le processus de construction. Ils construisaient d'énormes rampes de terre douce longues de centaines de mètres menant au sommet du mur. La pente était minimale, 4 à 5 degrés pour que la pierre ne redescende pas. Ils tiraient les pierres le long de cette pente en utilisant les mêmes treuils et systèmes de poulies. Et ensuite, lorsque la pierre était en place, le remblai était simplement retiré. C'était un volume colossal de travaux de terrassement comparable au volume de la pierre elle-même. Ils changeaient le paysage de la vallée, déplaçant des montagnes de terre d'un endroit à un autre pour plaire à leur dieu et à leur empereur. C'était une méthode éprouvée par les Égyptiens lors de la construction des pyramides, mais portée par les Romains à un absurde absolu en termes de masse de charge. Mais pourquoi de tels efforts inhumains? Pourquoi ne pas construire avec de petits blocs pratiques de 2 à 3 tonnes comme le Colisée à Rome ou le Parthénon à Athènes? La réponse réside dans la psychologie, la religion et la géopolitique. Les Romains n'avaient pas seulement besoin de construire un temple, ils devaient écraser, intimider. Montrer au peuple conquis de l'Est, aux Syriens, aux Juifs, aux Parthes, que Rome possède une force capable de déplacer des montagnes. Baalbek n'est pas simplement un édifice cultuel. C'est une déclaration politique gravée dans la pierre. C'est une démonstration d'autorité absolue, illimitée et divine de l'empereur. Nous pouvons faire ce que vous considérez comme impossible. Nous sommes des dieux. Revenons à la carrière à notre malheureux géant. La surface du 3e monolithe a conservé les traces des outils si clairement comme si les ouvriers étaient partis déjeuner il y a 1 heure et n'étaient tout simplement pas revenus. C'est comme des empreintes digitales laissées il y a 2000 ans. Nous voyons de profondes fissures causées par de lourdes pioches qui ont enlevé la majeure partie de la roche. Nous voyons des traces fines et soignées laissées par des ciseaux qui ont nivelé les surfaces. La nature de ces traces nous parle de la façon dont le travail était organisé dans cette cuisine infernale. Ce n'était pas une foule chaotique d'esclaves fouettés poussés à travailler plus vite. C'était une armée de professionnels hautement qualifiés. Les traces vont en rangées régulières et parallèles sous le même angle d'attaque d'environ 45 degrés.
Cela signifie que les ouvriers étaient côte à côte en formation serrée frappant à l'unisson. Un rythme. Tout le travail reposait sur un rythme militaire strict. Coup inspiration, coup expiration. Des milliers de pioches en fer s'enfonçant simultanément dans le calcaire. Le bruit dans cette carrière devait être assourdissant, un tintement de métal contre la pierre. La poussière s'élevait en colonnes, obstruant les poumons, se transformant en ciment à l'intérieur du corps, se déposant sur la peau en une croûte blanche. L'analyse des éclats métalliques microscopiques coincés dans la pierre montre que l'outil était en fer d'une qualité de trempe très élevée. Les Romains ne ménageaient pas le métal. Les forges tournaient jour et nuit, aiguisant les pioches émoussées. Mais il y a aussi un autre détail déchirant que les archéologues ont remarqué. À certains endroits de la pierre, les traces changent. Elles deviennent chaotiques, nerveuses négligées. La profondeur de la rainure vacille. Ce sont des traces de précipitation ou de désespoir. Peut-être qu'à cet endroit, ils ont essayé de corriger une erreur de raser une couche de pierre où une fissure traîtresse s'était formée, espérant qu'elle n'était pas profonde, superficielle. Ils ont creusé, mais la fissure s'est prolongée. À un moment donné, ils ont compris que c'était futile. La pierre a conservé le drame de ce moment précis, lorsque le plus grand projet de l'Empire s'est transformé en un échec monumental, le moment où l'outil est tombé des mains du maître. Pourquoi les Romains, connus pour leur rationalité, ont-ils pris le risque insensé d'utiliser de tels blocs gigantesques, encombrants et coûteux? Pourquoi ne pas construire en briques et en béton dans quoi ils excellaient? La réponse pourrait se trouver profondément sous terre. Le Liban se situe dans une zone de forte activité sismique. La faille de Yamouné, faisant partie du système de failles de la mer Morte, passe tout près à seulement quelques kilomètres. Les tremblements de terre ne sont pas rares ici, mais inévitables. La terre respire et tremble tous les 100 ans. Les petits blocs commencent à se déplacer lors de fortes secousses, le mortier se fissure. Le mur perd sa monolithisme et peut s'effondrer comme un château de cartes. Mais un monolithe pesant 1000 tonnes possède une telle inertie et une telle masse qu'il est difficile de le déplacer même pour la Terre elle-même. Le trilithe n'est pas seulement une question d'esthétique ou de mégalomanie d'un architecte fou. C'est une construction antisismique antique. C'est une fondation conçue pour l'apocalypse. Les ingénieurs romains savaient qu'ils construisaient sur une poudrière. Le trilithe se dresse. La base a survécu à l'Empire, aux conquêtes arabes, aux croisades, aux tremblements de terre des XIIe et XVIIIe siècles. Leur calcul s'est avéré juste, mais le prix était trop élevé. Ils ont créé une fondation éternelle pour un temple qui n'a pas tenu. Parlons d'argent, car Baalbek est avant tout un budget astronomique incompréhensible. Combien a coûté la taille, le traitement et le transport d'un tel bloc? Des économistes spécialistes de l'Antiquité ont tenté de traduire les coûts en équivalent moderne ou en équivalent de grains et d'or de l'époque. Il fallait nourrir des milliers de travailleurs avec des aliments riches en calories pour qu'ils puissent manier la pioche 10 heures par jour sous le soleil brûlant. Il fallait leur fournir de l'eau dans cette vallée aride, construire des aqueducs. Il fallait forger et réparer des milliers d'outils chaque jour. Cela représente des tonnes de fer et de charbon à transporter. Il fallait acheter du bois pour les rouleaux, les échafaudages, les tambours de cabestan et les grues. Le célèbre cèdre libanais coûtait une fortune même à cette époque, et il était abattu de manière prédatrice. Les calculs montrent que le coût de l'extraction et de l'installation d'un seul bloc de trilithe était comparable au budget annuel d'une petite province romaine ou à la construction d'une ville entière de taille moyenne en briques ordinaires. Le troisième monolithe, celui qui était resté pourrir dans la carrière, devait devenir le couronnement de cette folie. L'économie romaine a, à un moment donné, tout simplement craqué. L'Empire ne pouvait pas brûler indéfiniment des ressources dans la fournaise de la vanité. La pierre laissée là n'est pas seulement un échec technique, c'est un marqueur de crise économique. Le moment où Rome a cessé de s'étendre et a commencé à mourir de l'intérieur sous le poids de ses propres ambitions et de sa corruption. C'est un monument à l'inflation, à la dévaluation de la monnaie sous les Sévères, à une gestion inefficace autant qu'à un génie d'ingénierie. Baalbek a épuisé les ressources de la Syrie. Après que le troisième monolithe a été abandonné, il a disparu, pas physiquement mais de la mémoire. Il est devenu invisible. Le vent a apporté du sable du désert syrien. Les pluies ont érodé le sol des pentes des montagnes. Le géant s'enfonçait lentement dans la terre comme un navire qui coule envahi par l'herbe et les buissons. Les habitants l'ont oublié. Ils ne voyaient que la partie supérieure de la pierre voisine de la femme enceinte et racontaient des légendes sur des djinns qui avaient construit cette ville pour le roi Salomon et la reine de Saba sur ordre d'Allah.
Personne parmi les gens du Moyen Âge regardant leurs huttes en terre crue ne pouvait croire que cela avait été réalisé par des mortels ordinaires. La connaissance avait été perdue, la technologie oubliée. Au Moyen Âge, la carrière est devenue une décharge puis un cimetière. Les archéologues ont trouvé des sépultures islamiques médiévales juste au-dessus de la couche culturelle romaine, juste au-dessus de la pierre inachevée. Les gens vivaient, faisaient paître des chèvres, construisaient des maisons et mouraient au sommet d'un exploit technique sans même se douter que sous leurs pieds sommeillait un léviathan. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée de l'expédition allemande du Kaiser Guillaume II, que les premières recherches sérieuses ont commencé. Mais même alors, à l'ère de la vapeur et de l'électricité, personne ne creusait assez profondément. Tout le monde était fasciné par ce qui était déjà à la surface. La découverte de 2014 a été choquante précisément parce qu'elle était juste sous notre nez, à la vue de millions de touristes qui passaient. Nous regardions mais nous ne voyions pas. C'est un rappel de combien nous savons peu sur le passé en réalité. Combien d'autres géants dorment sous une couche d'argile dans d'autres parties du monde, en Turquie, en Égypte ou au Pérou, attendant leur tour de parler. Qui a donné l'ordre? Qui est cet homme dont la signature sur le papyrus a déclenché ce mécanisme monstrueux? Les historiens pointent vers l'empereur Auguste fondateur de la colonie, puis vers la dynastie des Sévères, des empereurs d'origine syrienne qui achevaient la construction. Mais c'est la figure de l'empereur Néron qui attire particulièrement l'attention. C'est sous son règne, selon certains historiens de l'architecture, que le projet de Baalbek a pris des proportions grotesques et irrationnelles. Néron aimait la mégalomanie. La Maison dorée à Rome, le colosse de Néron d'énormes aqueducs. Baalbek s'inscrivait parfaitement dans sa vision du monde où l'empereur est égal à Dieu et ne connaît aucune limite, où l'art et la grandeur sont plus importants que l'économie. Peut-être que cette précipitation qui a conduit à l'erreur fatale avec le troisième monolithe était due à une pression venant de Rome. Plus vite, plus haut, plus fort. L'empereur exige des résultats pour une fête, un anniversaire, sa visite. Les contremaîtres et les architectes poussent le travail ignorant les études géologiques minutieuses, prenant des risques pour une récompense ou par peur de la peine de mort. Et ils échouent cadet. La fissure dans la pierre est une fissure dans le système de gestion lorsque la volonté politique d'un dictateur ignore la réalité physique et la résistance du matériau. Dans le contexte de Baalbek, il est impossible de ne pas mentionner un autre fait qui confirme la folie du projet. En plus du calcaire de la carrière locale, le temple était orné de colonnes en granit rose du granit d'Assouan. Le gisement le plus proche de ce granit se trouve en Égypte à Assouan. 1000 km en ligne droite. Mais en ligne droite, de tels chargements ne sont pas transportés. L'IA a calculé la logistique. Les pierres pesant 60 tonnes étaient transportées sur le Nil par barge jusqu'à Alexandrie. Puis elles étaient transférées sur des navires maritimes spéciaux appelés navis lapidaria. Elles étaient transportées par mer jusqu'au port de Tripoli ou de Byblos. Et ensuite, l'enfer commençait. Il fallait traîner les colonnes de 60 tonnes depuis la côte à travers la chaîne de montagnes du Liban, sur une hauteur de 1100 mètres, et les descendre dans la vallée de la Bekaa, sans moteur. Juste des rouleaux et des hommes. C'est une opération logistique comparable au débarquement en Normandie. Elle montre que l'Empire romain était un organisme unifié capable de concentrer les ressources de 3 continents en un seul point pour un seul objectif. Baalbek était le point de rassemblement de l'Empire. Nous nous tenons au bord de la fouille. En bas, dans une ombre dense, repose la masse grise et rugueuse du troisième monolithe. Il est terrifiant et magnifique dans son inachèvement. Nous voyons les traces des ciseaux qui se sont arrêtés un jour comme sur ordre de « stop ». Nous pouvons imaginer ce moment, le silence retentissant qui a suivi des décennies de fracas incessants. La confusion des ingénieurs essuyant la sueur poussiéreuse de leur front, la colère des surveillants, la peur d'un rapport à Rome et la compréhension de la fin. Que avons-nous appris de cette enquête? Tout d'abord, les technologies anciennes étaient beaucoup plus avancées que nous ne l'avons arrogamment pensé. Mais elles n'étaient pas de la magie. C'était de la sueur, du sang des mathématiques, de la logistique et une organisation du travail incroyable. C'était la victoire d'un système. Deuxièmement, tout a ses limites. La nature a mis les Romains en échec et mat. La pierre s'est révélée plus forte que l'Empire. Une simple fissure dans le calcaire a arrêté la machine qui a conquis la moitié du monde. On ne peut pas tromper la physique par un décret du Sénat. Et troisièmement, c'est une histoire éternelle d'orgueil. Baalbek est la tour de Babel de l'Antiquité. Une tentative d'atteindre les cieux en utilisant la force brute et des ressources illimitées. Une tentative d'acheter l'immortalité avec des tonnes de pierres. La découverte des archéologues allemands n'a pas seulement ajouté une ligne à l'encyclopédie.
Elle nous a montré le revers de la grandeur. Derrière chaque merveille du monde se cache un cimetière invisible d'échecs. Derrière chaque triomphe se cache une tragédie cachée, chez des destins brisés et des vies gaspillées. Le troisième monolithe restera allongé dans la carrière. Il ne peut être soulevé, il ne peut être déplacé. Il est trop grand pour notre monde. Il restera un rappel éternel que même les plus grandes civilisations sont mortelles et que leurs plans les plus ambitieux peuvent s'effondrer à cause d'un simple défaut de la structure cristalline. Nous quittons la carrière, mais les questions résonnent encore dans nos esprits. S'ils ont pu presque terminer cette pierre, de quoi d'autre étaient-ils capables? Quels autres projets ont été abandonnés et oubliés? Et que laisserons-nous avec nos grues, notre énergie atomique et nos super-ordinateurs derrière nous qui fera trembler nos descendants dans un respect horrifié et perplexe dans 2000 ans? Sera-ce le barrage Hoover ou le sarcophage de Tchernobyl? Regardez cette pierre une dernière fois. Ce n'est pas juste un morceau de roche. C'est un miroir qui reflète l'infini désir insensé de l'homme de surmonter l'impossible, et le prix à payer pour cela. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Si la pierre n'avait pas fissuré, aurait-il pu l'installer? Ou était-ce une mission suicidaire depuis le début vouée à l'échec? L'histoire se tait. Seule parle la pierre, et son silence est assourdissant. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.